Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Nous sommes ensemble pour une heure d'édition spéciale au lendemain d'un scrutin sénatorial historique. Voici les titres de ce 22h. Qui pour présider le nouveau Sénat? Les mises en garde de la gauche contre d'éventuelles alliances et débauchages ont semble-t-il porté leurs fruits. Il n'y aura pas de tractation, prévient Gérard Larcher, confirmant ainsi qu'il veut sortir la tête haute en cas de défaite samedi à l'élection du président. De nombreux invités pour évoquer ce scrutin ce soir. Hervé Maurey pour l'Union centriste, l'écologiste et tout nouveau sénateur Jean-Vincent Placé, le sénateur socialiste André Vallini, fraîchement élu aussi, et le secrétaire général adjoint de l'UMP Hervé Novelli dans un instant. Et puis conséquence de ces élections, un léger remaniement gouvernemental aujourd'hui avec un ex-champion du monde de judo qui remplace une ex-championne de karaté. David Douillet succède à Chantal Joanneau, ministère des Sports. Cette dernière renonce à son poste pour siéger au Sénat. Le ministre de la Défense Gérard Longuet, élu, conserve lui son Marocain, tout comme Maurice Leroy, battu dans le Loir-et-Cher, qui reste au gouvernement. Et puis, que va changer un Sénat de gauche? Règles d'or, budget, commission d'enquête. En quoi la victoire de la gauche change la donne pour les réformes du gouvernement? Et pour Nicolas Sarkozy, analyse à suivre dans ce journal avec Arlette Chabot, Guillaume Tabar et Jean-Daniel Lévy tout à l'heure. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. La gauche a progressé presque partout. Elle a même fait le grand chelem dans le Morbihan et en Indre-et-Loire. En tout, la gauche obtient 177 sièges, soit de plus que la majorité absolue. Seul bémol, le Sénat n'a pas basculé vers la parité. Tous les détails avec Aurélien Romano. Le nouveau Sénat est clairement à gauche. 177 sénateurs contre 171 à droite. 21 sénateurs communistes, 135 socialistes et divers gauches, 10 sénateurs verts et une partie des radicaux du groupe RDSE permettent à la gauche de dépasser la majorité absolue, une barre fixée à 175 sièges. La droite minoritaire compte les 5 sénateurs de droite du groupe RDSE, ainsi que 23 centristes et 143 UMP et divers droites. Et puis il est suivi de très près par les caméras de télévision et par ses collègues socialistes. Le possible nouvel homme fort de la Haute Assemblée, Jean-Pierre Bel, n'a jamais négligé sa carrière locale au profit d'une ascension sociale, une stratégie qui pourrait s'avérer payante pour ce soutien de François Hollande, très bien placé pour s'emparer du plateau samedi. Patrick Jean-Pierre. Pour lui, Jean-Pierre Bel, la semaine sera décisive. En ligne de mire du toujours président du groupe socialiste au Sénat, la journée du 1er octobre qui pourrait le voir devenir président de la Haute Assemblée. Alors il faut consulter, rencontrer, parlementer. Toute la journée, le patron des socialistes du Sénat n'a pas ménagé sa peine. Des rencontres avec les radicaux, des échanges avec les Verts qui pourraient disposer pour la première fois de leur propre groupe parlementaire. Le Sénat a tout intérêt à jouer dans la transparence et à faire que les choses se passent d'une manière totalement claire, car nous avons une responsabilité vis-à-vis des citoyens aussi qui ne comprendraient pas que l'on soit dans des tractations. Donc moi je n'étais pas dans des tractations, j'étais vraiment dans un dialogue avant d'entreprendre le grand dialogue que nous souhaitons renouer avec les élus locaux, qui ont été les grands oubliés de ces derniers mois. Même s'il part favori, Jean-Pierre Bel devra se heurter à la candidature de la sénatrice Catherine Tasca, qui se dit légitime pour briguer la présidence du Sénat, une candidature qui ne semble pas le perturber. On a les uns et les autres toute légitimité à pouvoir présenter une candidature, une ambition. Jean-Pierre Bel a rencontré ensuite Catherine Tasca, mais pas, dit-il, pour la dissuader de se présenter. Et puis les sénateurs UMP affirmaient depuis des mois que Gérard Larcher pourrait bénéficier de voix de gauche pour garder la présidence. Espoir encore entretenu hier soir après le basculement historique du Sénat. Mais Gérard Larcher n'ira finalement pas chercher des voix issues de l'autre camp. Il l'a lui-même assuré ce soir, il n'y aura pas de tractation, répondant ainsi aux mises en garde de la gauche contre d'éventuels tripatouillages. Le résumé avec Jérôme Rabier. Après la défaite d'hier soir, le temps de la raison est arrivé pour Gérard Larcher. Le président du Sénat est rentré à Rambouillet, son paisible fief électoral. C'est là qu'il a pris sa décision. Il maintiendra sa candidature au plateau, mais ne cherchera pas à négocier d'éventuels ralliements.
Sauver son image, celle du Sénat, accepter le verdict des grands électeurs et mener son dernier combat à la loyale, sans coups bas ni intrigues qui ont parfois entaché l'histoire du Palais du Luxembourg. La bataille s'annonçait de toute manière difficile, voire impossible, car toute la journée, les radicaux de gauche très courtisés sont restés fermes. J'espère bien qu'aucun radical de gauche ne votera pour Gérard Larcher, mais je ne vois pas pourquoi les radicaux de gauche, comme leur nom l'indique, sont à gauche. Je ne vois pas pourquoi ils voteraient à droite. Avec le maintien de Gérard Longuet au gouvernement, il fallait 5 voix de plus à la droite pour reconduire Gérard Larcher. Un défi trop grand et trop opaque pour une opinion publique qui aurait difficilement compris qu'un Sénat de gauche conserve un président de droite. Samedi, Gérard Larcher ira dans l'hémicycle parler de son bilan et défendre sa candidature pour peut-être son dernier rôle dans le costume de président du Sénat. Et notre premier plateau de décryptage avec ce soir Arlette Chabot, bonsoir, Bonsoir. Directrice de la rédaction d'Europe 1. Avec nous également notre chroniqueur, éditorialiste aux Échos, Guillaume Tabar, bonsoir. Et puis Jean-Daniel Lévy, directeur du département Opinion d'Aris Interactive, bonsoir. Bienvenue à vous. Alors, les socialistes, Arlette Chabot, il faut dans cette victoire une hirondelle qui pourrait annoncer un printemps socialiste. Pourtant, il y a seulement, j'allais dire, 72 000 grands électeurs qui ont voté. Qu'est-ce qui rend les socialistes si euphoriques? D'abord parce que je pense que beaucoup parmi eux ne pensaient pas, bien sûr, ne pensaient pas gagner au fond le Sénat. C'est vrai que c'était un petit espoir comme ça. Il y avait une logique arithmétique, comme on répète à l'UMP. Mais en fait, tout le monde pensait que ça resterait la forteresse de la droite. Tout le monde disait quand la droite a tout perdu, elle garde le Sénat. On se souvient des colères de Lionel Jospin, etc. Bon. Je crois que beaucoup n'imaginaient pas que le Sénat pouvait effectivement basculer. Alors à partir de là, c'est vrai que ce sont de grands électeurs, c'est vrai que c'est un scrutin un peu particulier, mais il y a un petit climat évidemment qui s'installe. Et par définition, quand ça va pas bien à droite et que la droite perd les élections sénatoriales et va perdre sans doute le Sénat, la gauche gagne le Sénat et se dit que le vent est plutôt bon et que ce vent porteur pourrait amener beaucoup de votants aux primaires et que si le candidat est désigné avec une large majorité aux primaires, eh bien on pourrait aller comme ça jusqu'au printemps 2012 et gagner l'élection présidentielle. Évidemment, il faut penser et rappeler que ce sont deux élections totalement différentes, bien sûr. Et justement, on va en parler. On a parlé du vent de gauche. Alors à droite, Guillaume Tabar, ce soir, l'Élysée, il n'y a pas de communiqué. L'Élysée prend acte de ce qui s'est passé. Sans plus, quel message, quelle stratégie faut-il y voir? Dès dimanche soir, l'Élysée prenait acte avec cet argument étonnant qui consistait à dire que cette victoire, elle était inscrite, qu'elle était mathématique, qu'elle était quasiment obligatoire. Or, avant ce scrutin, alors que toutes les données étaient posées, puisqu'on savait que compte tenu des victoires de la gauche au régional, au municipal, etc., il y aurait une progression, mais à droite, on disait ils peuvent gagner 15 à 20 sièges, mais on gardera la majorité. Bon, c'est donc bien qu'il s'est passé quelque chose de plus, d'inattendu, au profit de la gauche, et surtout qui est révélateur d'une sorte de blues des élus locaux, notamment des élus locaux de droite, qu'on vous faire payer au gouvernement toutes sortes de choses. Alors on a beaucoup parlé de... Alors quoi? Parce que justement, on a entendu sur ce plateau plein de raisons. Il y a les réformes, notamment la réforme territoriale incomprise, il y a le climat des affaires, il y a la crise, il y a le résultat mathématique que vous évoquez. Qu'est-ce qui les affaires, je pense qu'elles pèsent dans l'opinion, mais qu'elles n'ont pas pesé chez les grands électeurs. Je pense que chez les grands électeurs, il y a ce que vous citiez, à savoir les différentes réformes territoriales, que ce soit la réforme de la fiscalité avec la suppression de la taxe professionnelle, la réforme territoriale elle-même et ce que la gauche appelle une amorce de recentralisation qui a donné le sentiment aux élus locaux que désormais à la fois on leur privait de leurs moyens tout en leur imposant des charges, notamment des charges sociales pour financer le RMI, le RSA, etc. Et puis il y a clairement, je pense, un vent de grogne qui s'exprime contre les états-majors parisiens. Le succès de listes ou de candidats dissidents est aussi révélateur de cela. C'est que des élus de droite n'ont pas voulu voter pour des listes qui avaient l'étiquette officielle de l'UMP. On a beaucoup parlé de Paris, des Hauts-de-Seine, mais c'est vrai également dans le Nord, c'est vrai d'une certaine manière en Moselle, c'est vrai dans l'Isère, il y a plusieurs cas comme ça. Alors Jean-Daniel Lévy, est-ce qu'il y a une dynamique véritable pour la gauche, comme le disait Arlette? Est-ce qu'il y a un vent? Il y avait un vent, un petit vent. Un vent, et jusqu'où va-t-il les porter? Le fait est que tous ceux qui avaient effectué des calculs, qui étaient des calculs purement mathématiques, en essayant de voir l'influence que pouvaient avoir les élections municipales de 2008, et puis également les élections régionales et cantonales, avaient conclu que normalement, la droite devrait passer avec 2 à 5 à 6 sièges d'avance. C'est pas ce qui s'est passé. On avait déjà vu d'ailleurs en 2008, lors du renouvellement partiel du Sénat, que tous ceux qui avaient effectué des calculs, c'était pour partie trompée. Vous-même, vous aviez effectué des calculs d'ailleurs cette fois-ci, vous vous êtes trompé. Quels étaient vos pronostics? On se trompe dans d'autres occasions.
l'occasion, pas dans celle-ci. On ne s'était pas risqué à faire ce type de calcul. Mais quoi qu'il en soit, on avait déjà vu qu'en 2008, il y avait une progression qui était une progression plus importante, effectivement, de la part, entre guillemets, des petits grands élus. Qui sont-ils? Ce sont des personnes qui, en général, ont plutôt tendance à voter à droite et qui, en général, ont plutôt tendance à s'abstenir lorsqu'elles ont la possibilité de pouvoir le faire. Le scrutin est un scrutin obligatoire. Et on a vu au cours des élections municipales, au cours des élections régionales, au cours des élections cantonales, qu'il y avait une surreprésentation de la droite parmi une frange de population qui ne voulait pas voter pour la gauche, mais qui exprimait une forme d'insatisfaction à l'égard du gouvernement. Là, en l'espèce, on ne peut pas, par l'abstention, exprimer son insatisfaction. Donc ça c'est mécaniquement, et c'est probablement une des clés de l'analyse que l'on peut faire de la progression de la gauche, de la part d'une frange d'un électorat qui n'est pas forcément fondamentalement écarté. Donc vous restez comme nuancé ce soir. Oui, mais enfin, on arrive ce basculement on a un basculement, mais on est un basculement de 2-3 sièges également. Donc quand on regarde par rapport aux calculs qui étaient les calculs les plus pessimistes au regard de la réalité, c'est une différence de 4 sièges. Ça n'est pas non plus, vous voyez, un bouleversement complet. Donc il y a une frange de l'électorat qui a voulu exprimer une forme d'insatisfaction à l'égard du gouvernement et à l'égard de la politique et consécutivement amène le basculement à gauche. Le soir même, Jean-Pierre Raffarin, Arlette Chabot disait sur le plateau de France 2 aux 20h qu'il fallait déjà tirer les conséquences et puis les leçons de ce scrutin. Ce matin, à l'Élysée, il y avait la rencontre entre le président François Fillon et puis Jean-François Copé. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qui va changer? Je ne sais pas si c'est ce qui se sont dit, puisque Jean-François Copé ne voulait pas révéler tout à l'heure le contenu de la conversation avec le président de la République, mais on imagine il y a de la nécessité de reconquérir un électorat, parce que c'est vrai que les grands électeurs ne sont pas des électeurs, mais le mécontentement qui s'exprime via les grands électeurs, même si ce sont sur des points précis, il faut en tenir compte, parce que ça veut dire que aussi ces grands électeurs sont quand même à l'écoute un peu des citoyens. Il y a les dissidents, ça veut dire qu'il faut resserrer les rangs, rassembler tout le monde. On attend quoi? Par exemple, la déclaration de Jean-Louis Borloo qui devrait se décider à entrer en campagne présidentielle. Est-ce que ça va l'encourager à y aller ou alors au contraire, il va dire oulala? Ça pourrait sans doute l'encourager s'il voit qu'effectivement il y a des centristes pas très contents qui ont envie d'exprimer leur mécontentement, s'il y a des sensibilités dans la majorité un peu différentes. Donc dans un premier temps, Jean-Louis Borloo aura sans doute envie d'y aller. Après, question, ira-t-il jusqu'au bout? Donc je crois qu'à l'UMP, on doit resserrer les rangs derrière le président de la République. Parce qu'à côté de ce scrutin qui est évidemment symbolique, qui ne veut pas annoncer la victoire de la gauche à l'élection présidentielle, il y a évidemment un climat qui est très mauvais pour l'UMP parce qu'il y a la crise, il y a la gestion de la crise et puis il y a les affaires qui s'accumulent ces dernières semaines. Donc tout ça n'est pas bon, crée un climat effectivement détestable et donc dans un premier temps à l'UMP on va devoir resserrer les rangs et faire taire les divisions et les dissensions et les rivalités. Bon, Guillaume Tabar, est-ce que ça peut être un électrochoc salvateur pour la droite et finalement il va rassembler derrière Nicolas Sarkozy qui va peut-être rentrer plutôt en campagne? Alors, ça ne pense pas. Sur un plan, j'allais dire, purement législatif, on avait l'habitude de parler, notamment ici au Sénat, d'une majorité un peu indocile, qui chipotait beaucoup sur les textes, qui a embarrassé le gouvernement sur bien des projets de loi. Là, c'est sûr, avec une gauche majoritaire au Sénat, eh bien, mécaniquement, la droite va être contrainte de souder les rangs et d'avoir des positions davantage communes. Cela dit, je pense que ça ne va pas précipiter l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy, parce que d'abord, ce serait un aveu de panique. Dire je change mon calendrier parce qu'il y a une défaite, ce serait dire je ne suis pas sûr. Donc on ne change rien? On attend? En tout cas, je pense que le problème, c'est la confiance entre Nicolas Sarkozy et sa majorité, ses élus et les électeurs de la droite. Pour l'instant, entendre comme François Fillon le fait dire les divisions sont inacceptables, il faut que nous soyons soudés. Bien sûr, il peut difficilement dire autre chose, mais en même temps... Il l'a dit avant, il le dit après, pas grand-chose à changer. Le problème, c'est pas tant les divisions ou les dissidences en soi, puisqu'on a bien vu que la menace exprimée pendant la campagne n'a pas suffi à dissuader les grands électeurs. La question, c'est pourquoi y a-t-il des dissidences? Et s'il y a des dissidences, c'est qu'il y a crise de confiance entre les élus et le président. Et c'est ça que Nicolas Sarkozy doit régler. On va en parler. Vous parlez de ces conséquences nationales pour Nicolas Sarkozy. Les candidats à la primaire ont souligné l'échec du président. Dans la majorité, certains s'inquiètent ici même d'un possible rejet de sa personne. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, ce sujet justement de Paul Bouffard. Pour l'instant, la question est encore chuchotée. Mais depuis hier soir, depuis que le Sénat est à gauche, à droite, la légitimité d'une candidature Sarkozy en 2012 est ouvertement remise en cause. En tout cas, c'est une question légitime.
Question légitime, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy ne serait pas forcément le bon candidat à l'élection présidentielle. On vient de se poser toutes les questions utiles à la veille d'une échéance aussi importante, bien entendu. Crise financière, victoire de listes dissidentes au sénatorial et affaires politico-financières. Le ciel s'assombrit pour Nicolas Sarkozy, toujours silencieux sur ses intentions à venir. Pour certains, au sein de la majorité, une nouvelle candidature du président ne va pas forcément de soi. Sa candidature n'est pas fixée selon Jean-Pierre Raffarin. Pour l'ancien Premier ministre, si Nicolas Sarkozy est candidat, il sera le candidat de l'UMP. Mais d'autres à droite restent confiants dans la détermination du chef de l'État. Je n'ai pas entendu de procès en légitimité de Nicolas Sarkozy, mais d'évidence, la majorité a besoin d'améliorer son bilan. Nous avons fait beaucoup de choses tout à fait positives, mais il y a encore du travail à faire. Chez les centristes, l'entrée de la gauche au Sénat pourrait bien susciter d'autres vocations présidentielles à droite. Jean-Daniel Lévy, sur cette question soulevée par, pour l'instant, très peu de monde encore à droite sur cette légitimité ou pas de Nicolas Sarkozy, est-ce que la question se pose vraiment? Elle se pose après chaque défaite du gouvernement depuis 2007. Après les élections municipales, il y avait eu de la part d'une partie de la majorité une interrogation, de manière encore plus nette après les élections régionales de 2010. Et d'ailleurs, depuis les élections régionales de 2010 et de manière encore plus marquée depuis les élections cantonales de 2011, une évolution ou une inflexion de la part du gouvernement et de la part du président de la République. Il y a eu des remaniements, il y a eu des recentrages, il y a eu parfois des ouvertures qui ont été opérées en fonction de l'analyse qui a été faite du scrutin. Indéniablement, il y aura d'une part de l'opinion, d'un regard également de la part des parlementaires, une interrogation, est-ce que Nicolas Sarkozy sera notre candidat et apparaît-il comme étant le candidat légitime. En 2007, Nicolas Sarkozy a mené une campagne qui avait pour partie déstabilisé une partie de l'électorat et des élus, mais au final, la victoire était au bout du chemin. Là, nous sommes dans une période où, effectivement, Nicolas Sarkozy et le gouvernement mènent parfois un certain nombre de réformes ou d'orientations. Oui, mais pourtant, on est dans une période de représidentialisation, etc. Comment ça se fait que celle-ci ne porte pas ses fruits par rapport à ce que vous décrivez? Parce qu'il y a des points sur lesquels l'image de Nicolas Sarkozy est profondément entachée et la manière dont il a gouverné, la manière dont il a présidé la France, a posé auprès d'électeurs qui sont attachés à un système un peu traditionnel de la Ve République, c'est-à-dire des personnes qui sont plutôt âgées, plutôt à droite, plutôt issues des catégories supérieures, qui considèrent que la manière dont Nicolas Sarkozy a, indépendamment des 6 derniers mois, mené la présidence de la République ne correspond pas à la manière dont il se représente ce que doit être un président de la République. Guillaume Tabar, je vous laisse la parole dans un instant. Je vais juste préciser la question du jour avec notre partenaire lefigaro.fr puisqu'il s'agit de ce thème. Cette défaite donc au sénatorial remet-elle en cause la candidature de Nicolas Sarkozy en 2012? Oui pour 50% des votants, non pour 46% des votants sur lefigaro.fr avec plus de 500 votants, presque 600. Guillaume Tabar. Alors, ça montre que l'opinion est partagée, mais je pense que s'il y a aujourd'hui quelque chose qui est absolument indiscutable, c'est que Nicolas Sarkozy sera candidat à sa succession et donc sera le seul candidat de l'UMP et tous les élus le savent. Et le problème pour lui aujourd'hui, c'est pas tant d'être contesté par un autre candidat parce que on sait bien que ni Alain Juppé, ni François Fillon, ni Jean-François Copé ne vont de même dire eh bien je me présente contre Nicolas Sarkozy ou je prétends être une alternative à Nicolas Sarkozy. Et donc le vrai problème pour Nicolas Sarkozy, c'est de ne pas être candidat avec des troupes qui traînent les pieds. Parce que... Justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que sa majorité fait bloc derrière lui? Parce que quand on voit les réactions éparpillées de l'UMP, pour en trouver une, pour contrer justement ce que disent les socialistes après ce scrutin sénatorial, il faut les chercher à la loupe. Oui, et elle fera peut-être d'autant moins bloc qu'elle sait qu'il n'y a pas d'alternative. Et que c'est un peu par résignation, du moins pour l'instant. Il faudra voir où on en sera dans 6 mois. Mais en ce moment, je pense qu'est en train de s'installer une sorte de résignation face à cette campagne, où voilà, les élus vont faire campagne pour lui. Et même certains, on commence déjà à entendre certains élus de dire, après tout, s'il est battu, voilà, ce ne sera pas un drame, on pourra commencer à reconquérir notre territoire. Finalement, Arlette Chabot, Nicolas Sarkozy n'a pas le choix, il faut qu'il mouille lui-même sa chemise, qu'il aille tout de suite en campagne. Il peut compter que sur lui. Non, je pense quand même que beaucoup à l'UMP se disent qu'ils ont plus à perdre avec une défaite de Nicolas Sarkozy qu'avec sa réélection, ce qui est quand même une banalité, mais il faut quand même le rappeler de temps en temps, ils doivent l'avoir en tête, c'était un très bon candidat. Effectivement, il faut qu'il réfléchisse au moment où il doit entrer en campagne, parce que Guillaume disait tout à l'heure, il ne faut pas qu'il donne le sentiment de paniquer et d'accélérer trop le calendrier. En même temps, une reconquête d'un électorat, de son électorat, ça demande quand même un petit peu de temps. Donc, au fond, quel était le scénario prévu? C'est qu'au fond, l'automne devait être désastreux pour les socialistes, empêtrés dans un débat des primaires difficile, compliqué. Pendant ce temps-là, le président de la République était sur la scène internationale, jouait son rôle,
plein de présidents, de chefs d'État, et donc il en avait tous les bénéfices. Et donc on pouvait tranquillement ainsi terminer l'année. Les socialistes étaient poussifs, fatigués, et de l'autre côté, il y avait un président qui était, j'allais dire, au meilleur de sa forme dans sa fonction présidentielle. Pour l'instant, le scénario, évidemment, est en train un peu de bouger. Il faut être évidemment extrêmement prudent, voir comment se terminent les primaires au PS et voir évidemment comment Nicolas Sarkozy joue au bon sens du terme avec la situation internationale et comment notamment il va présider de l'G20. Mais s'il y a une difficulté, je ne crois pas que le président puisse mener une campagne de 2 mois très rapide et attendre le mois de février avant de se mettre en route parce qu'il faut remobiliser l'UMP et lui-même reconquérir son électorat. Il faut du temps pour expliquer ses choix et son bilan et ce qu'il veut faire. Jordan Lévy, Arlette Chabot parlait de cette séquence internationale. Est-ce que Nicolas Sarkozy a récolté quelques fruits de cette séquence ou est-ce qu'elle est, elle est quasiment squeezée, j'allais dire, elle est complètement effacée comme ça du paysage dans vos études d'opinion? Elle n'est pas tant effacée que cela. Déjà, on peut remarquer que Nicolas Sarkozy a progressé dans l'opinion depuis 2007 à chaque fois qu'il a pris la parole de manière relativement forte au niveau international. On se rappelle de la crise géorgienne, on se rappelle de la présidence française de l'Union européenne, on se rappelle de la cérémonie qui s'était déroulée lorsqu'il y avait eu les 10 décès en Afghanistan et également de la présence de Barack Obama en France. À chaque fois, ça redorait quelque peu la présence présidentielle. Toute la séquence qui s'est déroulée au cours de la période récente ne se mesure pas de manière extrêmement nette, ni en termes de code de popularité, ni en termes de code d'opinion à l'égard de Nicolas Sarkozy, voire même en termes d'intention de vote. Mais lorsqu'il y a des traits d'image qui sont dessinés et que l'on essaie de regarder comment ceci évolue au cours de la période récente, on voit que sur la stature internationale, que sur la présence et sur la place de la France au niveau international, ceci a tendance à progresser dans l'opinion et à quelque peu... Est-ce que c'est ça qui fait gagner une élection aujourd'hui? Le problème de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, c'est est-il un président de la République qui correspond à ce que les institutions dessinent du président de la République? Il reconquiert un petit peu, et en tout cas au cours des 6 derniers mois, ces différents jalons, et dans ce contexte-là, la présence internationale en fait pour partie. Donc dans ce contexte-là, il arrive un peu à solidifier un certain nombre d'éléments relatifs à son image, sans que ceci se manifeste de manière extrêmement massive en termes d'intention de vote. Il faut que le socle soit plus fort pour qu'on puisse rebondir. Donc là, le socle est en train un peu de se renforcer de sa part. Alors on va quitter l'Élysée pour revenir ici au Sénat, avec une élection aussi très importante, le 3e tour samedi. Mais d'abord, qu'est-ce qui peut changer, Guillaume Tabar, dans le fonctionnement du Sénat? On pose souvent la question. On se souvient que Lionel Jospin, de 1997 à 2002, Premier ministre de gauche, avait gouverné avec un Sénat de droite, que finalement, il s'en était pas trop mal tiré. Oui, il n'y a pas que Lionel Jospin. Quand on fait toute l'histoire de la Ve République, finalement, les périodes où le Sénat était dans l'opposition à la majorité à l'Assemblée nationale sont plus nombreuses que l'inverse. À quoi on peut s'attendre alors? Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il n'y a plus grand-chose comme texte à adopter. Le budget. Il y a le budget, mais ça, c'est pas rien, un plan de rigueur. Oui, le budget lui-même, on sait qu'il va être adopté à l'Assemblée, il va arriver au Sénat. Le Sénat va le rejeter. Après, d'ailleurs, sans doute un travail sérieux fait sur le budget, comme c'est chaque fois le cas. Bon, et puis ensuite, l'Assemblée aura le dernier mot. Ce qui va changer quand même, c'est que pour tous les textes qui vont arriver, le temps sera plus long parce que le Sénat, qui en plus en partie met de son ordre du jour, qui n'a pas un temps imposé comme c'est le cas à l'Assemblée nationale, va pouvoir à loisir dérouler et bloquer ce qui peut bloquer. Mais une fois encore, il n'y a plus beaucoup de textes. Il y a donc effectivement le budget et le budget de la sécurité sociale. Il y a un texte assez important sur l'application des peines et qui est assez symbolique. Bon, et là, pour lequel on aura une vraie bataille parlementaire. Et avec un peu de chance, je dirais une bataille de haut niveau, parce qu'il y a beaucoup de principes qui sont en jeu dans ce texte. Bon, et le Sénat peut être à la hauteur de sa réputation en la matière. Et puis après, c'est tout. On va arriver dans le temps de la campagne. Justement, Arlette Chabot, la gauche n'a pas intérêt à jouer la politique du pire, d'ailleurs, parce que pour être crédible en 2012, il faut montrer qu'elle peut aussi faire passer des textes qui peuvent être importants en période de crise. Il n'y aura sûrement pas d'obstruction au Sénat. C'est vrai qu'on a l'habitude de discuter des débats intéressants au Sénat. Donc je crois que la gauche, si elle gagne effectivement la présidence, et d'ailleurs il y a une question intéressante, est-ce que la gauche va offrir à la droite et donc à l'UMP la présidence de la Commission des finances comme réciprocité par rapport à l'Assemblée nationale? Notre prochain invité, qui est un nouveau sénateur, Jean-Vincent Placé, le souhaite en tous les cas. Voilà, il le propose et ce serait un geste effectivement de réciprocité intéressant. Donc il doit y avoir des débats. La gauche va sûrement utiliser le Sénat pour mettre en avant un certain nombre d'idées qui seront prises en compte, mises en avant par le candidat qui sera désigné par le PS, mais il n'y aura sûrement pas obstruction, plutôt de volonté de montrer qu'ils sont responsables et éventuellement constructifs.
Justement, pour finir, un tour de table sur aussi l'image du Sénat, Jordan Lévy. On a fait souvent ici des débats dans le 22h avant le basculement du Sénat en disant, eh bien, quelle image a cette chambre? Est-ce qu'elle a une chambre plus dynamique, plus moderne? Quelle image elle va avoir? Est-ce que ça va évoluer justement avec ce rapport de force qui est très contrasté et puis maintenant en faveur de la gauche? Déjà, l'image est un peu en décalage avec la réalité. C'est-à-dire que quand vous interrogez les Français sur la manière dont ils perçoivent le Sénat, ils voient ceci comme étant plutôt une chambre un peu vieillissante, plutôt masculine. Il y a 10 ans. Je ne peux pas le croire que vous l'avez fait il y a quelques semaines. Je vous garantis que parfois les images ont une durée relativement longue et quelle que soit la réalité. C'est-à-dire que si je ne me trompe pas, je crois qu'il n'y a qu'un an d'écart en moyenne entre les sénateurs et les députés. Et pour autant, les Français aujourd'hui n'en ont pas véritablement cette image. Peut-être que le fait qu'il n'y ait pas de scrutin uninominal direct ou de scrutin de liste direct et que tout ceci passe par l'entremise de grands électeurs et que jusqu'à présent, on ait le sentiment que certes, on vote pour des sénateurs, mais qu'au final, ça toujours l'Assemblée nationale qui a raison. Le président de la République peut faire pression sur l'Assemblée nationale et que lorsqu'il y a une présence des ministres, ceci est essentiellement médiatisé au niveau de l'Assemblée nationale. Le Sénat apparaît plutôt comme étant une chambre qui a vocation un peu à corriger plutôt que d'être véritablement une chambre d'impulsion. Ce qui va être intéressant, c'est si l'opposition ou la majorité, ça dépend comment on se positionne, de gauche prend position et cherche à mettre à l'ordre du jour un certain nombre de thématiques, le regard vers le Sénat va changer. Si on lit aujourd'hui la presse, il y a le sentiment que sur un certain nombre de questions sociétales notamment, le Parti socialiste et peut-être les écologistes et les communistes vont souhaiter mettre le droit de vote des étrangers, le regard à l'égard des couples, et notamment des couples homosexuels, comme étant des sujets de débat, et donc peut-être vont être de nature à faire évoluer quelque peu l'image. Comme la bioéthique, des sujets sociétaux qui sont très importants. Est-ce qu'il y a ce frémissement? Est-ce que c'est une chambre qui va devenir, bien finalement, j'allais dire que son image va coïncider avec ce qu'elle est un petit peu? En tout cas, il y aura un effet de médiatisation nouveau. On va davantage s'intéresser à ce qui se passe au Sénat, parce qu'il y aura quand même ce rapport, cette mini-cohabitation, qui n'est pas bien sûr du même type que celle quand c'est l'Assemblée nationale qui est d'une couleur opposée au président, mais quand même, il y aura cette forme de cohabitation, ce qui fait qu'on va s'intéresser à ce qui se passe au Sénat, et que ça va peut-être aider à corriger un certain nombre d'images, ou en tout cas de caricatures sur le Sénat. La conclusion, Arlette Chabot, même question, même regard. C'est ça pour les sénateurs? Est-ce que je crois que la cravate est encore de rigueur. Est obligatoire, mais on s'y intéresse. Rendez-vous dans quelques temps, on verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe, oui. Si le Sénat change un peu d'image, ou en tout cas si le nouveau président du Sénat, si c'est un président de gauche, comment il a envie d'ouvrir ce Sénat, cette assemblée, promis un Sénat moderne. Ouais. En tous les cas, rendez-vous évidemment avec le Public Sénat, toute notre rédaction pour ce troisième tour, c'est samedi pour l'élection du deuxième personnage de l'État, le président du Sénat. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce soir. Justement, on va continuer à parler du Sénat avec de nombreux invités politiques et parmi eux, il y a bien des nouveaux entrants. Ils font leur entrée pour la première fois ici au Sénat. Alors, qui sont-ils? Tous les détails avec Élise Ecardi. Bonjour Monsieur le Sénateur, bienvenue, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Et vous êtes Monsieur Kaltenbach, sénateur de Haute-Seine. Monsieur Kaltenbach. 90 nouveaux sénateurs, ce sont 90 nouvelles têtes à reconnaître sur les photos. On contrôle si son visage correspond bien à son nom, de façon à ne pas faire d'erreur. Premier jour comme une rentrée des classes, les huissiers du Sénat qui les accompagnent sont très concentrés. Et il y a des doublons, Monsieur Bailly, il y a deux Monsieur Bailly, il y a peut-être deux Monsieur Leroy, enfin bon voilà. Des têtes déjà connues ou de parfaits inconnus, tous à la même enseigne. Remise de la carte provisoire de sénateur, explication sommaire du fonctionnement de la maison. Aujourd'hui, c'était un peu la pré-rentrée avant le début des choses sérieuses samedi prochain où ils prendront officiellement leurs fonctions. Et justement, avec l'arrivée de ces nouveaux entrants et le changement de couleur du Sénat, qu'est-ce qui va se passer à la Haute Assemblée? Des textes importants, on vient de vous le dire, avec nos chroniqueurs, comme le projet de loi de finances, sont attendus pour le mois d'octobre. Alors le calendrier et ses modalités seront-ils bouleversés? Élément de réponse avec Margot Brio. La gauche s'empare du Sénat et pourrait bien compliquer les dernières réformes du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Première conséquence, la fameuse règle d'or de retour à l'équilibre budgétaire avait déjà du plomb dans l'aile. Elle est aujourd'hui définitivement enterrée. Impossible pour Nicolas Sarkozy de réunir la majorité des 3/5 de parlementaires, minimum requis pour toute révision constitutionnelle.
Pour le reste, le gouvernement relativise. Les gros dossiers législatifs comme le budget 2012 ou le financement de la sécurité sociale ne devraient pas pâtir des nouveaux équilibres politiques. M. Jospin, pendant 5 ans, a parfaitement conduit une politique de gauche, et je pense encore aux 35 heures, avec un Sénat de droite, ça ne l'a pas empêché de faire voter ses textes. Et si d'aventure on n'y arrive pas, eh bien l'Assemblée, article 45 de la Constitution, a le dernier mot. L'Assemblée a le dernier mot, oui, mais le Sénat peut fortement retarder l'adoption de ces textes. Nous allons utiliser cette majorité pour être un bouclier supplémentaire pour les Français, là où le gouvernement voudra continuer à leur faire mal. Les sénateurs de l'ancienne majorité payent le fait d'avoir été excessivement godillots et de suivre toutes les préconisations de l'exécutif et de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas l'objet même du Sénat. Enfin, le Sénat peut former des commissions d'enquête sur des sujets qui embarrassent la droite. Pourquoi pas l'affaire Karachi? Certains ministres pourraient bien devoir venir s'expliquer devant la Haute Assemblée. Nos invités politiques ce soir, ils sont nouveaux, mais vous les connaissez sûrement d'ailleurs. Ils sont souvent venus ici sur le plateau du 22h. Jean-Vincent Placé, bonsoir. Bienvenue à vous. Nouveau sénateur Europe Écologie Les Verts de l'Essonne. André Valigny, bonsoir. Sénateur Solís-de-l'Isère, bienvenue à vous et félicitations pour ce scrutin. Avec nous également Hervé Maurey, bonsoir. Bonsoir. Sénateur Union Centriste de l'Eure, félicitations pour votre réélection. Avec nous également. C'était pas renouvelable, donc j'ai aucun mérite à être là ce soir. Avec nous déjà Hervé Novelli, secrétaire général de l'UMP. Alors, monsieur Novelli, adjoint, Jean-François Copé, qui est lui-même le secrétaire général de l'UMP, ce soir aux 20h de TF1, a reconnu une défaite. Est-ce que vous êtes d'accord? Il vaut mieux dire défaite que raclée? Bien sûr. C'est une défaite lorsque vous perdez plus de 20 sièges et lorsque le Sénat bascule, puisque la gauche est aujourd'hui majoritaire en siège au Sénat, c'est évidemment une défaite. Est-ce que c'est un signal d'alarme, d'avertissement? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que vous avez déjà prévu de changer? D'abord, cette défaite, elle intervient après d'autres défaites. Elle a une sorte de... C'est un résultat mathématique, c'est ça? Mécanique, mais ça ne suffit pas à expliquer les évolutions très fortes qui ont eu lieu dans tel ou tel département. Donc on va vraiment y réfléchir et dès demain matin, nous avons un bureau politique à l'UMP qui fera un peu le point sur tout cela. Mais juste une question, vous avez sans doute déjà vu Jean-François Copé, qui a lui-même vu François Fillon et qui a eu cette rencontre à l'Elysée. Qu'est-ce qui s'est dit? Est-ce que déjà des changements de cap peut-être sont prévus ou pour l'instant on garde le même cap? Non, je crois que d'abord il faut éviter des décisions trop rapides. Et il y a beaucoup d'évolutions à étudier, des analyses et des débats à avoir, et ce sera fait dans le cadre de ce parti dès cette semaine. Hervé Maurey, quand vous entendez un petit peu cette vision des choses, est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez, je considère que c'est naturellement une défaite historique. Pendant des décennies, on nous a expliqué que le Sénat était à droite pour l'éternité et qu'on ne pourrait jamais perdre le Sénat. Eh bien, on a réussi à perdre le Sénat. Alors certes, comme le dit Hervé Novelli, il y a les conséquences mathématiques des élections locales, mais il y a d'autres raisons, parce que s'il y avait eu simplement cette projection mathématique, on aurait pu garder la majorité. Il y a eu toute une série de raisons, notamment des réformes qui ont été mal comprises par les élus locaux, que ce soit la réforme de la fiscalité, la réforme des collectivités locales, avec ce calendrier... Mal compris, c'est-à-dire que vous aussi, vous n'avez pas fait passer le message, il y avait un manque de pédagogie, d'où ça venait? Quelle leçon vous tirez de cela? J'ai pas réussi à faire passer le message auprès du gouvernement, parce que les centristes, on a souvent alerté le gouvernement sur le fait que la réforme des collectivités locales était menée sans aucune concertation, qu'elle n'était pas adaptée, qu'il fallait être complètement fou et inconscient pour mener, comme on le fait en ce moment dans les départements, la réforme de l'intercommunalité, c'est-à-dire modifier les frontières des communautés de communes et des syndicats, ce qui est forcément anxiogène. De faire cela en pleine campagne des sénatoriales, il fallait effectivement être totalement aveuglé par le pouvoir pour penser que les choses pourraient passer. Alors, à droite, on a reconnu... J'ai pas dû être assez pédagogue parce qu'on ne nous a pas écouté. C'était une question. On a reconnu la défaite à droite. André Valigny, quelle exaltation, quelle joie, quel bonheur dans votre camp. Vous semblez si sûr. C'est déjà l'acte 1 de votre victoire de 2012. Ah non, pas du tout. Non. Si on est content, c'est parce qu'on a fait basculer le Sénat, ce à quoi on ne croyait guère. En tout cas, moi, j'étais sceptique, pour ne pas dire perplexe, incrédule, jusqu'à tard, hier soir, 19h, 20h. J'avais du mal à y croire. Donc on a été heureux de faire enfin passer le Sénat à gauche, que l'alternance démocratique ait enfin lieu dans cette Assemblée de la République. De là à penser qu'on a déjà gagné en 2012, il faut être
complètement fou et inconscient. On n'a jamais dit ça. 2012 est devant nous et ce sera une bataille difficile. Mais il est vrai que cette victoire au Sénat va nous aider objectivement. On voit sur ces images, on a vu à côté de Jean-Pierre Bel, on a vu Martine Aubry et François Hollande qui sont arrivés. C'est une victoire de la gauche aussi, des candidats des primaires socialistes. Il faut les associer à ce qui se passe au Sénat? Parce qu'eux, ils se sont invités. Non, mais heureusement qu'ils étaient là, tous les deux, et d'autres auraient pu venir aussi. Lorsque le PS gagne une élection, tout le monde est content. Ils auraient dû venir, oui. Non, ils auraient pu venir. Ils auraient pu venir. Tout le monde était content hier soir au PS. Au-delà des clivages, des courants, des primaires, on était tous heureux. Et y compris ceux qui n'étaient pas au Sénat. En province aussi, on était heureux. Alors Jean-Vincent Placé, déjà certaines voix, dont celle de Bernard Accoyer ce soir, qui est président de l'Assemblée nationale, dénoncent le risque d'une assemblée partisane. C'est peut-être, dit-il, l'hégémonie du Parti socialiste. Vous allez encore vous faire manger ici? C'est probablement que M. Accoyer connaît bien le sujet. Voilà, c'est ça la réalité. C'est que je crois aujourd'hui que le Sénat bascule, bon, pour les raisons qui ont été invoquées, mais aussi parce qu'il y a un désaveu très très fort. Parce que vous savez, les grands électeurs, moi, on m'a dit, parce que c'était ma première campagne sénatoriale, tu vas voir, c'est compliqué, ce sont des gens, voilà, bon, qui sont plus conservateurs, plus ruraux, plus modérés, ne tiennent pas de discours partisans. Et alors, comment etc. vous les avez trouvés? Et je les ai trouvés très remontés contre le gouvernement. Je les ai trouvés très lucides par rapport à l'échec gouvernemental. Je les ai trouvés très lucides par rapport au fait que dans chacune des communes, aussi petites, aussi peu rurales qu'elles sont, y compris chez moi dans le sud d'Essonne, eh bien, le chômage s'est accru, le pouvoir d'achat s'est réduit, les services publics, eh bien, ils ferment tout simplement. Il y a moins d'écoles, il y a moins d'hôpitaux, il y a moins de police, il y a moins de gendarmerie. Quel travail vous avez à faire? Quel défi aussi pour les satisfaire aujourd'hui? Évidemment, l'échec est patent sur l'aménagement du territoire, sur l'écologie, évidemment. Et je vais même vous dire, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un non plus de très énervé, etc. Bon, à la fin de la campagne, je peux vous dire qu'il y avait, y compris, non, mais vous souriez, mais je vous le dis quand même, monsieur Novelli, je vous le dis, parce que vous avez été ministre, je crois que, y compris ce qui se passe en termes de déliquescence du pouvoir, un petit peu ce climat délétère, nauséabond, Bourgi, Takedine, les dirigeants du MP, voilà, bon, eh ben, je peux vous dire que quand on est un maire rural, qu'on a 200 administrés et qu'on se bat tous les jours pour avoir sans aucun statut de l'élu et que on a plein d'embrouilles et puis qu'il faut répondre à ça et qu'on voit ces gens-là qui nous représentent au gouvernement et qui donnent cette image de la vie politique, et ben vous savez à la fin cet électeur qui paraissait peut-être conservateur et qui votait peut-être plutôt pour la majorité sortante, et ben il a basculé ce week-end et c'est ça la réalité. Et moi ce que j'attends du gouvernement, c'est qu'au lieu de dire nous ne voulons nous c'est rien, c'est la suite logique comme vient de dire M. Novelli, des scrutins précédents, d'ailleurs on devrait en tirer conséquence, c'est-à-dire que les scrutins précédents étaient très mauvais, oui. Et je finis là-dessus, excusez-moi Patrick Mabrouk, eh bien, il devrait y avoir une inflexion de la politique gouvernementale. Moi j'attends ça, j'attends pas qu'on dise tout va bien Madame la Marquise et on continue comme avant. Je voudrais que les gens comprennent, parce que les 8 mois qui viennent, on pourrait se dire à un moment... Non mais, demain, il vous a dit que demain il y aura une réunion à l'UMP. J'espère que vous en tirez les conclusions, M. Novelli. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui nie la réalité. La réalité, c'est une défaite qui était inscrite dans la succession des scrutins locaux perdus, mais il faut bien sûr aller au-delà, et notamment s'interroger sur les raisons pour lesquelles, comme vous l'avez dit, et je partage votre analyse, les territoires ruraux, les élus locaux dans un certain nombre de territoires ruraux se sont détournés des candidats de la majorité présidentielle. C'est très intéressant, en tout cas très important, que de se livrer à cette analyse. Et c'est vrai peut-être que vous rejoindrez sur cela, je prie de m'excuser, l'idée de Jean-Pierre Bel qui parle des états généraux des élus locaux, c'est une bonne idée? Non mais vous savez, les états généraux, tout dépend de ce qui en sort. La réalité, c'est que ces élus n'ont pas été rassurés. Et ils ont raison d'être inquiets d'une certaine manière. Tout le monde est inquiet. La crise est générale, elle est très importante. Vous êtes là depuis combien de temps? Pourquoi vous ne les rassurez pas? Vous, le gouvernement. Je n'étais pas en charge mais je parle de la droite. Mais surtout, ce que je voudrais indiquer, c'est qu'on ne peut pas faire comme si la crise n'était pas là. Et comme si la crise ne frappait pas tout le monde. Tout le monde est inquiet. Les élus locaux aussi. Et comme l'a dit Hervé Moret, il y a eu un certain nombre de réformes qui n'ont pas été comprises, qui n'ont pas été suffisamment expliquées, semble-t-il, qui n'ont pas été portées politiquement. Lorsque l'on fait une réforme, il faut y croire. C'est plus qu'une défaite. Mais lorsque j'ai dit que c'était une défaite, je la reconnais et j'essaye d'en trouver les raisons.
C'est un élan de sincérité qu'on aimerait entendre plus souvent. Non, mais moi, j'ai toujours été comme ça. Là sur le plateau. Donc moi, je ne suis pas celui qui va dire Sarkozy était le bon candidat pour 2012. La réalité, c'est que nous avons besoin de reprendre l'initiative politique et donc d'expliquer pourquoi nous avons fait cela. Pourquoi est-ce que nous avons souhaité réformer et la gauche, si elle vient au pouvoir, ce qui est possible, ce qui n'est pas probable, mais en tout cas je me battrai contre. Elle devra se confronter à une réforme des collectivités territoriales. Et aujourd'hui, ceux qui disent qu'il n'y aura pas de réforme territoriale mentiront. Et donc, je les attends parce que nous ne pourrons pas continuer d'avoir ce millefeuille territorial qui épuise la dépense publique et qui fait que les citoyens ne savent plus qui fait quoi. On va entendre le discours aussi de la gauche. Hervé Maurey, votre position est importante en tant qu'union centriste à venir dans les prochains jours et dans les prochains mois. Quelle est votre position de ce groupe et est-ce que vous craignez un éclatement de votre groupe aussi? Non, moi j'observe que notre groupe est sorti plutôt en bonne position puisque c'était un enjeu très important pour nous. On était le seul groupe dont 2/3 des membres étaient renouvelables. On avait 29 sortants, on aura sans doute 27 membres. Donc on s'en sort plutôt bien. Ce qui montre qu'il y a eu un rejet avant tout du président de la République, du gouvernement et de l'UMP. Pourquoi on gagne des sièges? Pourquoi le nouveau centre progresse alors qu'on fait partie de la majorité? Parce qu'on se différencie suffisamment du gouvernement et du président de la République. Pourquoi les listes dissidentes, notamment à Paris, font un score tout à fait incroyable? Pour les mêmes raisons. Pourquoi un président de conseil général est battu dans son département? Parce qu'il est membre du gouvernement. Donc on voit bien qu'il y a un vrai rejet du gouvernement, du président de la République et du parti dominant qui fait preuve d'un aveuglement remarquable. On l'a dit après la défaite des régionales, on n'a pas été entendu. On l'a dit après la défaite des cantonales, on n'a pas été entendu. On le dit encore ce soir. On l'a dit encore ce soir. Alors vous attendez tranquillement en 2012, mais ce n'est pas dit. Quelle est votre recette? Moi je souhaite la victoire de la majorité. Simplement, il faut rectifier le tir très rapidement. Chers nouveaux collègues, il y a une solution. Alors samedi, il faut voter pour Jean-Pierre Bel. Parce qu'après le réquisitoire que vous venez de faire contre le président de la République, je vous cite, le gouvernement, sa politique, son aveuglement, sa surdité, votez pour Jean-Pierre Bel samedi. Je voterai sans état d'âme pour Gérard Larcher, qui a été un très bon président du Sénat. Ça n'est pas Gérard Larcher qui a été battu dans les urnes, c'est la majorité nationale. C'est l'UMP, vous l'avez dit. Gérard Larcher disait souvent que la majorité sénatoriale et la majorité nationale étaient différentes, mais dans les urnes dimanche, c'est la majorité nationale qui a été battue, et au premier rang l'UMP. La preuve en est, le bon résultat des listes dissidentes et le bon résultat des centristes, et tout particulièrement du nouveau centre. Donc un président, Gérard Larcher de droite, avec ce Sénat de couleur... J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça du tout. Je considère que la gauche a gagné le Sénat et qu'il faut un président de gauche. C'est normal, je fais partie de la majorité sénatoriale sortante. C'est normal que je vote pour Gérard Larcher. Mais inversement, quand j'entends qu'on pourrait, par des petits arrangements, éventuellement permettre à Gérard Larcher de rester président... Il a dit lui-même ce soir, il a été digne, on peut le dire, sur cette je n'ai pas entendu et je m'en réjouis, parce que toute la journée, il y avait des bruits disant qu'éventuellement, il pourrait de ci, de là glaner des voix qui lui permettraient de rester président. Ça n'aurait pas été sain, ça n'aurait pas été démocratique, ça n'aurait pas été à l'honneur du Sénat. Donc voilà, je voterai Gérard Larcher, c'est normal, je fais partie de la majorité sortante, mais c'est tout aussi normal qu'un membre de la majorité nouvelle ait la présidence du Sénat. Avant de donner juste la parole à gauche, Hervé Novelli, candidat, c'est normal qu'il se représente, Gérard Larcher? C'est son souhait, c'est son choix, et je considère qu'il a raison de... Vous ne l'envoyez pas à la bataille sans armes, sans la voix de Gérard Longuet qui reste tranquillement au gouvernement? Il a eu besoin de personne pour se présenter. Il a dit qu'il ne ferait aucune tractation, donc il n'y aura pas d'arrangement. Et donc la majorité doit rester la majorité, sauf si bien sûr cette majorité n'est pas aussi unie qu'elle prétend l'être aujourd'hui. Et donc voilà, vous avez l'air solide, nous verrons bien. Peut-être une question qui va tester déjà votre unité. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler effectivement dans les mois et les années qui viennent. Ne viendra pas de nous. C'est vrai qu'avec le discours que vous venez de tenir, vous êtes vraiment très unis, UMP et Union centriste. Là, on vous sent vraiment en accord. Je vais vous citer une phrase que je cite souvent. Je vais citer une phrase que je cite souvent, qui est de Gérard Larcher, qui dit: la loyauté n'est pas l'inconditionnalité. Je suis dans la majorité, je suis loyal à la majorité, mais je crois que c'est être loyal aussi que de dire à ses partenaires qu'ils font fausse route.
Et si on avait été davantage écouté, notamment sur la réforme des collectivités locales, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il faut entendre aussi un petit peu le programme de la gauche, parce que samedi, Jean-Pierre Bel va arriver dans sa besace un programme, André Valigny, enfin on l'espère. Qu'est-ce que vous allez défaire concrètement dans les réformes du gouvernement et qu'est-ce que vous allez proposer ou détricoter pour faire plaisir à ces élus qui ont, mais alors là, un cahier de doléances long comme le bras? Vous savez, le Sénat n'a pas les pouvoirs qu'à l'Assemblée nationale. Ah, déjà? Mais vous dites que vous ne pourrez pas faire. Non, mais c'est un constat. Nous allons nous servir du Sénat comme d'une tribune. Nous allons évidemment nous opposer au budget que prépare le gouvernement, nous opposer à ces quelques dernières réformes qu'il a préparées. Donc vous vous opposez au plan de rigueur de François Fillon. Et puis nous allons évidemment faire des contre-propositions et convoquer des états généraux des élus locaux pour remettre à plat la réforme territoriale qu'on fera ensuite, après 2012, car nous aussi, nous ferons une réforme, mais concertée. Très bien. Concertée. Donc vous êtes d'accord sur le constat qu'il faut une réforme? Bien sûr. Seulement le millefeuille dont vous parlez, Monsieur Novelli, vous l'avez encore aggravé, si j'ose dire, en créant les pôles métropolitains et les métropoles. Vous avez ajouté 2 étages supplémentaires au millefeuille. Tenir compte d'une réalité. Oui. Jean-Vincent Placé, justement, pour voir s'il y a une différence entre vous et déjà les socialistes, vous allez plus loin. Vous souhaitez, par exemple, que la présidence de la Commission des finances du Sénat aille à droite, finalement, donc à l'opposition. André Valigny, vous êtes d'accord avec ce... Non, l'idée n'est pas inintéressante parce qu'à la droite nous a... Non, mais c'est oui ou c'est non. L'idée, on va en discuter demain en groupe, je ne décide pas tout seul, j'arrive moi ici, donc je suis modeste, je suis un tout jeune sénateur. Mais vous prenez déjà certaines habitudes, vous ne répondez pas clairement. Non, je réponds clairement que l'idée me paraît intéressante. Comme la droite nous a laissé la présidence de la Commission des finances à l'Assemblée, pourquoi ne pas faire la même chose au Sénat ? Moi, ce que je souhaite, c'est pas seulement le sujet de la question de la présidence des commissions, même si je crois qu'à un moment, quand le scrutin est serré comme ça, il faut peut-être avoir une discussion assez paisible, concertée, pour qu'on essaie de relever le niveau du débat et éviter un affrontement assez stérile, pour le coup, dans une chambre qui est ce qu'elle est, qui est importante, dans la mesure où elle fait la loi, tout comme l'Assemblée nationale. Elle n'en a pas les derniers mots, bien sûr. Elle a des prérogatives plus significatives sur les questions constitutionnelles. Et je n'oublie pas que le président du Sénat nomme dans des organismes importants, le CSA, le Conseil constitutionnel. Donc il y a une forme de rééquilibrage des pouvoirs. Donc je trouve ça extrêmement important que samedi, nous concrétisions tranquillement la victoire de la gauche. C'est la France tranquille, là, tout est calme, tranquille, ça vous Oui, parce que moi il y avait eu une petite incompréhension dimanche après l'intervention du président Larcher sur ce qu'il voulait faire dans la semaine. Moi j'avais dit assez rapidement que j'ai de l'estime et du respect pour le président Larcher, ce n'est pas qu'une formule de rhétorique. Je crois que, et pour le Sénat et pour le président Larcher, il n'eût pas été digne qu'il se lançât dans ce qu'a dit le sénateur. Les négociations, des tractations. Oui, mais parce que, évidemment, je ne vais pas polémiquer ce soir à cette heure tardive, mais qu'on a vu la constitution des listes de l'UMP, où par exemple dans le Maine-et-Loire, il a fallu nommer un sénateur sortant préfet des Terres australes. Bon, oui, voilà, dont le siège social est à La Réunion, divers élus dans des organismes, dans quelques prébendes et sinécures que la Ve République sait offrir à ses serviteurs méritants. Bon voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, je disais tout à l'heure par rapport à la situation perçue par les Françaises et les Français de la morale politique, je crois que ça n'aurait pas été bon, ni pour le président Larcher, ni pour le Sénat, qu'on se lance dans des tripatouillages. Donc vous saluez ce soir l'action de Gérard Larcher, voilà. Non, je dis juste que Gérard Larcher, et je le crois sur parole, il a dit pas de tripatouillage, très bien. Il y aura un vote démocratique, il y aura les voix... Vous le croyez, mais on ne vous sent pas totalement convaincu. Vous craignez que samedi, il y ait quand même une surprise pour vous ? Vous savez, j'ai été élevé en Normandie, voyez-vous, et on est très sensible à la parole donnée. Non, mais on est sensible à la parole donnée, parce que sur les marchés de l'époque, on se serrait la main et ça suffisait. Donc je suis très sensible à la notion de la parole donnée. Et je crois, voilà, donc c'est pour ça que samedi, il y aura une nouvelle majorité. Et pour répondre à votre question, parce que j'ai fait une petite digression rapide... J'ai oublié ma question. Oui, mais moi non. Eh bien, il y aura un grand discours du président de gauche, qui sera le candidat désigné demain par le groupe socialiste. Parce que l'ensemble des socialistes, des communistes, des écologistes et des radicaux de gauche voteront pour ce candidat. Eh bien, il faut tout à la fois s'opposer à Nicolas Sarkozy, tout à la fois faire des propositions fortes pour le pays, et je le dis aussi, très important, il faut rénover le fonctionnement du Sénat, parce que je crois que c'est aussi un grand défaut de ce qui a été dans la majorité précédente, c'est que le Sénat était très éloigné
des préoccupations des Français dans son fonctionnement. La parole aussi à la majorité. Hervé Novelli, est-ce que plus que jamais aussi, ça peut être un électrochoc pour rassembler votre famille? Est-ce que par exemple maintenant, si on prend la scène politique nationale pour 2012, est-ce que vous appelez au rassemblement et notamment Jean-Louis Borloo à rentrer dans le rang aujourd'hui, plus que jamais? C'est une situation qui est une situation grave. Nous venons de perdre une bataille politique qui est la dernière avant les élections présidentielles. Donc il s'agirait quand même de voir la réalité en face. Et donc de voir ce qui peut être les conditions d'une victoire du candidat président sortant. Clairement, il faut lui dire de ne pas se présenter. Voilà, à nous d'être suffisamment ouverts, attractifs pour que le rassemblement s'opère de la manière la plus large possible. Voilà. Donc, et il ne s'agit pas d'appeler la réalité. Il y aura des appels du pied, on va dire ça, pour cette semaine. C'est qu'il ne s'agit pas de demander à tel ou tel de rentrer dans le rang. Il s'agit de montrer par nos propositions et par nos actes que nous sommes capables d'opérer le rassemblement le plus large autour du président de la République. Je crois que la balle est plutôt dans notre camp que dans le camp de candidats potentiels qui se sont éloignés pour des raisons X ou Y. Donc c'est à vous de tendre la main. C'est intéressant, absolument. Ils vont être réceptifs. Alors la balle est dans votre camp, elle est aussi souvent dans le camp centriste, faiseur de roi. Hervé Maurey, est-ce que aussi il faut serrer les rangs? Écoutez, ça ne vous étonnera pas, une analyse strictement inverse à celle d'Hervé Novelli. Je trouve au contraire que les résultats montrent que s'il n'y a qu'un candidat issu de l'UMP, on est quasiment sûr de ne pas gagner, pour ne pas dire de perdre cette élection. On l'avait vu au régional avec des listes unies qui étaient censées rassembler très largement et qui rassemblaient tellement largement qu'il n'y avait plus de réserve et on a eu la pire des déroutes au régional. Et comme je vous le disais, le résultat des sénatoriales montre que les candidats qui résistent le moins bien face à la poussée de la gauche, c'est ceux qui sont le plus UMP et le plus étiquetés Nicolas Sarkozy. On l'a vu apparaître avec les listes dissidentes, on l'a vu dans tous les départements. Donc je crois que plus que jamais, il faut dans la majorité une offre plurielle, comme il y en a à gauche d'ailleurs. Il faut un candidat du centre qui puisse, au sein de la majorité, proposer une alternative. C'est une évidence. Et si l'UMP ne l'a pas compris ce soir, je suis très inquiet. Il y aura un candidat du centre, il s'appelle François Bayrou. Et ça, c'est assez évident pour moi. Donc vous avez votre candidat. François Bayrou est le seul candidat du centre légitime pour l'UMP. Pour l'UMP, il a été très autonome. Il a montré qu'il était, lui, véritablement autonome. Je note, mais j'en suis que moyennement surpris, que le candidat du centre, pour l'UMP, c'est François Bayrou. Non, c'est simplement une constatation de l'offre politique. Non, mais dites-nous, parce qu'on a des primaires, c'est-à-dire celui qui a montré qu'il était indépendant de l'UMP, du pouvoir. Vous le poussez maintenant. Hein. Non, je ne le pousse pas. Mais si, alors là, c'est formidable. S'il doit y avoir un candidat qui a une authenticité centriste, il s'appelle François Bayrou. Voilà. On va finir sur notre note, si vous permettez. André Vallini, Jean-Vincent Placé, j'aimerais avoir vos premières réactions, puisque ce sont vos premiers pas ici à la Haute Assemblée. Alors, tout nouveau sénateur, quelle image de cette chambre? Lui, il est député depuis 1997. Donc, ça le rajeunit. Alors, on va commencer par vous, peut-être. Peut-être une image plus fraîche. Jeune parlementaire, c'est lui. Non, je ne veux pas me permettre de couper la parole au président. Non, je t'en prie. Non. Écoutez, déjà, la maison est accueillante, mais ce n'est pas l'essentiel. Alors, je vais préciser ma question, peut-être. Dans les mois à venir, c'est un Sénat, quoi? Comment vous le voyez? Un Sénat de contre-proposition, d'opposition, j'irais même jusqu'à dire d'obstruction? Même si beaucoup nous ont dit non. L'obstruction, les Français n'attendent pas de la gauche qu'on soit dans l'obstruction. C'est un Sénat de combat et c'est un Sénat de proposition et c'est un Sénat de préparation de l'alternative pour 2012. Ça sera effectivement le premier pas pour l'alternative l'année prochaine pour gagner les présidentielles et les législatives. Un Sénat moderne, défenseur des libertés publiques et des libertés locales. C'est sa vocation première. Hervé Maurey. Écoutez, je crois qu'effectivement, ce que vient de dire André Vallini, c'est ce qui est inscrit quasiment dans la Constitution. C'est la vocation du Sénat d'être non seulement le représentant des collectivités locales, mais d'être une assemblée où on est plus soucieux qu'ailleurs. Et on l'a montré au cours des 3 dernières années des libertés. On l'a vu notamment sur un certain nombre de sujets. Et il n'y a aucune raison que l'on s'éloigne de cette tradition. Pour finir, Hervé Novelli, tout à l'heure, Bernard Accoyer craint que cette chambre devienne une chambre partisane. Est-ce que vous avez aussi les mêmes craintes? Ça vous fait sourire? Non, une chambre partisane, certainement pas. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est que le Sénat se transforme en un élément d'obstruction. On est à 7 mois d'une élection présidentielle. La donne est dite. Et maintenant, eh bien, le Sénat ne gagnerait pas et ne se grandirait pas en empêchant
en jouant vraiment un rôle d'obstruction. Donc moi j'attends du Sénat qu'il joue son rôle d'opposant majoritaire, mais qu'il le fasse dans un esprit démocratique et ça me semble Eh bien nous tout le à fait verrons. naturel. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce soir. La suite du 22h et tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Alexandra Colino avec notamment ce soir Dominique Strauss-Kahn qui demande le classement de la plainte au civil de Nafissatou Diallo. Information tombée tout à l'heure. Quand une affaire d'État devient une affaire de famille, après son ex-femme, c'est au tour de la fille de Thierry Gaubert d'apporter son témoignage dans l'affaire des rétrocommissions dans la vente de sous-marins au Pakistan. Milena Gaubert accuse sa mère de mentir. Hélène de Yougoslavie avait affirmé que son mari, selon ses mots, faisait des voyages à l'étranger et revenait avec des sacoches dans lesquelles il y avait de l'argent. Toujours dans l'affaire Karachi, ce soir, Jean-François Copé, mis en cause pour avoir profité des largesses de l'homme d'affaires Ziad Takieddine, dit assumer. Je ne me suis jamais caché de cela. À chaque fois qu'on m'a posé la question, j'ai toujours dit avoir eu des relations amicales. Et en plus, moi, j'assume mes amitiés. Je les ai toujours assumées. Le premier procès en pénal dans l'affaire du Mediator a été fixé au lundi 14 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Nanterre. Mais le laboratoire Servier espère empêcher sa tenue en demandant le regroupement de toutes les procédures à Paris à la Cour de cassation. 292 personnes se sont constituées partie civile. Cet antidiabétique largement prescrit comme coupe-faim a causé 500 à 2000 décès selon plusieurs études. 5 millions de malades l'ont utilisé. La rencontre est très attendue. Selon une source proche du dossier, la confrontation entre Dominique Strauss-Kahn et la romancière Tristan Banon aura lieu jeudi dans les locaux de la police judiciaire parisienne. L'écrivain Tristan Banon a porté plainte en juillet contre DSK pour tentative de viol dans un appartement parisien en février 2003. Samedi dernier, lors d'un rassemblement à Paris, elle disait espérer que DSK soit jugé par la cour d'assises. Et par ailleurs, l'avocat de DSK demande le classement de la plainte au civil déposée à New York par Madame Diallo. C'est une baisse en trompe-l'œil. Le nombre de chômeurs sans aucune activité a reculé de 0,1% au mois d'août. De quoi réjouir le gouvernement, mais cette décrue est à relativiser. Le nombre total de personnes à la recherche d'un emploi, y compris celles qui exercent une activité réduite, a lui augmenté de 0,5%. Au total, 4 148 000 personnes sont inscrites comme demandeurs d'emploi. Public, privé, main dans la main, demain dans les rues. Les enseignants des écoles primaires, des lycées et des collèges appellent à une grève unitaire pour protester contre les 16 000 suppressions de postes cette année. Les classes surchargées et la quasi-disparition de la scolarisation des 3 ans. À Paris, 55% des enseignants de primaire suivront le mouvement et environ 90 écoles seront fermées. Depuis 3 ans, un service minimum d'accueil des élèves est obligatoire quand plus de 25% des enseignants sont en grève. Une mesure qui n'est pas toujours suivie. Il est presque 23h et nous allons passer à présent aux unes de vos quotidiens demain avec toujours pour Libération ce scrutin sénatorial et ses conséquences. La droite a peur après la perte du Sénat. Sonnée par sa déroute historique au sénatorial, l'UMP cherche à enrayer la spirale de la défaite à 7 mois de la présidentielle. La Croix à présent titre également sur ce scrutin sénatorial historique avec ce qu'un Sénat à gauche change pour Nicolas Sarkozy. La victoire de la gauche aux élections sénatoriales va compliquer la tâche de l'exécutif, on l'a dit ce soir sur notre plateau, jusqu'à l'élection présidentielle du printemps prochain. On a notamment parlé de grands textes qui vont arriver en octobre et qui risquent d'être un petit peu retardés. Ouest France à présent titre également sur la présidence du Sénat. Peut-elle rester à droite avec l'hypothèse peut-être Gérard Larcher? Nous le verrons en tous les cas samedi sur notre antenne. Rendez-vous sur Public Sénat avec l'élection pour le plateau pour la présidence du Sénat. Le Figaro qui titre après la perte du Sénat, Sarkozy privilégie la lutte contre la crise. Le président ne souhaite pas s'exprimer à court terme sur la situation politique et privilégie donc le terrain économique et social. On finit enfin avec les Échos. Même chose avec Nicolas Sarkozy qui garde le cap face à l'onde de choc de la perte du Sénat puisqu'on vous le disait, l'Élysée a pris acte de ce scrutin sans faire de communiqué. Voilà pour les unes de demain de vos quotidiens. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre avec un léger
léger, un mini remaniement gouvernemental. C'est un ex-champion du monde de judo qui remplace une ex-championne de karaté. David Douillet succède donc à Chantal Joanneau au ministère des Sports. Cette dernière renonce à son poste pour siéger au Sénat. À noter que le ministre de la Défense, Gérard Longuet, élu, conserve lui son Marocain. Il ne quitte donc pas le gouvernement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez sur Public Sénat. Dans un instant, un documentaire. Ce sont les dessous de la loi sur la bioéthique. Très belle soirée sur Public Sénat et à demain.